La Thaïlande a arrêté 70 migrants illégaux, dont 30 enfants, soupçonnés d'être des Rohingyas originaires du Myanmar, sur une île dans le sud du pays, a déclaré un responsable thaïlandais samedi, marquant une nouvelle vague d'arrivées en Asie du Sud-Est. Au Myanmar, les Rohingyas, une minorité musulmane, sont considérés comme des intrus étrangers originaires d'Asie du Sud. Ils sont privés de citoyenneté et soumis à de graves abus. D'après leur première déclaration, ils disent être des musulmans du Myanmar en route vers la Malaisie ou l'Indonésie, a déclaré Somkan Photisri, commandant de la police de Phang Enja, à Reuters. Depuis des années, de nombreux Rohingyas tentent de rejoindre des pays voisins comme la Thaïlande et le Bangladesh à bord de frêles embarcations en bois, ainsi que la Malaisie et l'Indonésie, majoritairement musulmanes, particulièrement entre octobre et avril, lorsque la mer est plus calme. Nous ne pouvons pas encore confirmer s'ils sont des Rohingyas ou simplement des ressortissants du Myanmar entrés illégalement dans le pays, a indiqué Supoj Rodrin Nongke, gouverneur de Phang Enja, à l'agence de presse, ajoutant que les autorités poursuivaient leurs investigations. Le mois dernier, des bateaux transportant des centaines de Rohingyas ont accosté en Indonésie. Un groupe de défense des droits de l'homme a récemment exhorté les autorités thaïlandaises à enquêter sur 3 soldats accusés d'avoir soumis un migrant birman de 37 ans à des tortures et passages à tabac, horribles. L'homme est mort après avoir été agressé à l'aide d'un bâton de bambou dans un bunker militaire abandonné, pour avoir porté un gilet du groupe de défense villageoise arborant le drapeau thaïlandais, selon des témoins et des documents juridiques cités par Fortify Rights. Le leader du mouvement progressiste, Thanatorn Juangroongruangki, a réfuté les déclarations de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra selon lesquelles le Pheu Thai n'aurait pas pu former une coalition avec l'ancien parti Move Forward, MFP, en raison de sa volonté de réviser l'article 112, connu sous le nom de loi sur le lèse-majesté. Monsieur Thanatorn a déclaré vendredi sur Facebook que les affirmations de Thaksin faites aux médias jeudi étaient fausses. Thaksin avait indiqué aux journalistes avoir conseillé à Monsieur Thanatorn de ne pas aller trop loin dans la réforme de l'article 112 lors de discussions qu'ils auraient eues. Thaksin a précisé qu'il ne remettait pas en question la loyauté de Monsieur Thanatorn ou du mouvement progressiste, mais qu'il estimait que se concentrer sur la réforme de cette loi pour obtenir des votes ne valait pas la peine. En réponse, Monsieur Thanatorn a affirmé que Thaksin savait parfaitement que la raison pour laquelle le MFP et le Pheu Thai n'avaient pas formé de coalition n'avait rien à voir avec l'article 112. Monsieur Thanatorn a exprimé sa préoccupation concernant les déclarations de Thaksin, qui pourraient induire le public en erreur en lui faisant croire qu'ils avaient discuté de modification de l'article 112. Il a précisé qu'aucune discussion ni accord n'avait eu lieu à ce sujet. Selon lui, des commentaires vagues comme celui-ci ont été faits à plusieurs reprises, créant une perception erronée selon laquelle l'échec de la coalition était dû à la position du MFP sur l'article 112. Il a souligné que l'article 112 n'avait jamais été une condition des négociations de coalition. Cela n'a jamais été inclus dans le protocole d'accord initial signé et rendu public. Thaksin le sait mieux que quiconque, a-t-il déclaré. Ce n'est pas que la direction du MFP était imprudente ou immature. Il y avait d'autres raisons pour ne pas former de coalition. L'article 112 a été utilisé comme prétexte, a ajouté M. Thanatorn. Ironiquement, Thaksin, qui devrait mieux comprendre les problèmes structurels que quiconque, a choisi d'être partie prenante du problème plutôt que de la solution. En tant qu'assistant de campagne pour le MFP, M. Thanatorn a clarifié que le parti n'avait jamais utilisé l'article 112 comme thème central de campagne. Ils ne l'ont abordé que lorsqu'on leur posait des questions à ce sujet, que ce soit par les médias ou le public. Il a reconnu que résoudre des problèmes structurels anciens en Thaïlande ne pouvait pas se faire rapidement mais nécessitait un effort constant et un consensus sociétal. Sans s'attaquer aux problèmes structurels, la Thaïlande continuera à colmater les brèches sans véritable progrès. Le pays ne pourra avancer durablement que si son peuple est suffisamment mature pour reconnaître et affronter ensemble les problèmes, a-t-il ajouté. Les commentaires de Thaksin ont été faits après un événement de campagne à Udon, où il a également affirmé que lui et sa sœur, Yingluck, étaient des victimes de persécutions politiques et d'un coup d'État. Concernant les affaires liées à l'article 112, il a souligné que le gouvernement de coalition s'était engagé à ne pas traiter directement cette question. La politique nationale est actuellement dominée par 3 grands enjeux, dont 2 sont étroitement liés et risquent d'échouer. Depuis des mois, des débats enflammés se déroulent à l'intérieur et à l'extérieur du Parlement concernant ces questions,
la révision de la Constitution, les référendums et une amnistie. Le Parlement s'est récemment retrouvé à un carrefour lorsque la commission spéciale de la Chambre a présenté ses conclusions sur une proposition d'amnistie. Celle-ci visait à pardonner les infractions légales commises par conviction politique, mais la question s'est posée de savoir si elle devait également couvrir les infractions liées à l'article 112 du Code pénal, connu sous le nom de loi sur le lèse-majesté. La commission a passé des mois à examiner cette possibilité. Bien que techniquement et pratiquement réalisable selon ses conclusions, une opposition croissante au sein de la coalition s'est manifestée contre une amnistie incluant les infractions à l'article 112, ce que le parti au pouvoir a rapidement perçu. Bien que l'intégration de l'article 112 dans une amnistie aurait pu bénéficier à l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, inculpé pour lèse-majesté après des commentaires faits à un journal sud-coréen, le Pheu Thai n'était pas disposé à promouvoir une amnistie générale, qui pourrait l'exposer à des risques à court terme, selon une source proche du dossier. De plus, le procès de Thaksin pourrait durer des années, dépassant probablement le mandat du gouvernement dirigé par sa fille cadette, Paetongtarn, qui dispose de moins de 3 ans au pouvoir. Thaksin semble confiant quant à ses chances d'acquittement. La commission, dirigée par Chusak Sirinil, ministre au bureau du Premier ministre et expert juridique du Pheu Thai, devait formuler une recommandation claire sur les contours d'une amnistie. Malgré les explications répétées de la commission, affirmant que son rapport n'était pas juridiquement contraignant et servait uniquement de guide pour le Parlement, les critiques sont restées sceptiques. Ils ont insisté sur le fait que le rapport, même s'il n'était qu'une référence, pouvait influencer les opinions des législateurs. Selon eux, une accusation de lèse-majesté est de nature diffamatoire et relève donc d'un crime, et non d'un acte politique. Ainsi, elle ne devrait pas être incluse dans une amnistie. Le rapport a été critiqué pour son caractère non conclusif. La commission a présenté 3 options possibles, une amnistie complète, une amnistie conditionnelle ou aucune amnistie, suscitant des réactions mitigées parmi les législateurs, qu'ils soient au gouvernement ou dans l'opposition. Le Pheu Thai et le principal parti d'opposition, le People's Party, PP, ont préparé leur propre projet de loi sur l'amnistie, actuellement en attente d'adoption et de délibération au Parlement, au nom de l'unité nationale et de la réconciliation. Les critiques ont averti que le rapport était un précurseur de troubles politiques, le qualifiant de passeport pour tolérer les insultes envers la plus haute institution du pays. En fin de compte, la clause prévoyant l'inclusion des infractions à l'article 112 a été rejetée par les membres de la Chambre. Cependant, l'offre principale d'une amnistie pour les infractions criminelles motivées par des raisons politiques a été maintenue. Avec la récession parlementaire actuelle, la question de l'amnistie a été temporairement mise de côté. Lorsque le Parlement se réunira de nouveau le mois prochain, le gouvernement pourrait être confronté à 2 nouvelles bombes à retardement. L'une d'elles, aussi importante que l'amnistie, concerne la méthode controversée de référendum requise pour modifier la Constitution, jugée par beaucoup comme antidémocratique. Selon une source, la manière dont la loi sur le référendum est remodelée pourrait avoir un impact significatif sur la révisabilité de la Constitution. Le PP et le Pheu Thai ont tenté de supprimer la règle de la double majorité, qu'ils considèrent comme le principal obstacle à l'obtention d'un résultat favorable au référendum. Cette règle exige que plus de 50% des électeurs éligibles participent au référendum et que la majorité de ceux ayant voté approuvent la proposition. La Chambre des représentants avait réussi à remplacer cette règle par une majorité simple, exigeant seulement que plus de la moitié des voix exprimées soient favorables. Cependant, le Sénat a maintenu la règle de la double majorité, estimant que les référendums, portant sur des questions nationales cruciales, nécessitent un mandat plus fort. Une commission mixte Chambre-Sénat sera formée pour résoudre ces divergences, un processus qui pourrait prendre jusqu'à 6 mois, retardant ainsi les réformes constitutionnelles au-delà du mandat actuel du gouvernement. Au cours des 2 dernières semaines, le gouvernement a réitéré à plusieurs reprises aux Thaïlandais que l'île de Koh Kut n'est pas concernée par la controverse entourant le mémorandum d'accord, MOU, de 2001. Le Premier ministre Paetongtarn Shinawatra insistant sur le fait que la version cambodgienne de la carte des frontières exclut l'île. Ces assurances répétées ont frustré les critiques du MOU, qui accusent le gouvernement de mal interpréter les préoccupations du public ou de tenter de détourner l'attention du véritable problème. La plupart des Thaïlandais, voire tous, ne doutent pas de la souveraineté de la Thaïlande sur Koh Kut. Ce qui les préoccupe davantage,
c'est la transparence des négociations sur la gestion des ressources maritimes en vertu du MOU signé sous l'administration de Thaksin Shinawatra, père de Madame Paetongtarn. Suriyase Katasila, ancien coordinateur de l'Alliance du peuple pour la démocratie, chemise jaune, a souligné que les critiques ne se concentrent pas sur Kokut, mais sur les revendications concernant des zones maritimes chevauchantes faites par le Cambodge dans le cadre de négociations avec la Thaïlande pour un partage des ressources maritimes. Selon les critiques, le MOU reconnaît une zone de 26 000 km² dans le golfe de Thaïlande comme zone de revendication chevauchante. La meilleure approche, selon eux, serait d'exiger que le Cambodge respecte la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer avant toute négociation. En 1972, le Cambodge a unilatéralement tracé une ligne de démarcation du plateau continental qui empiétait sur la zone territoriale de la Thaïlande, sa zone économique exclusive, et environ la moitié de Kokut, incitant la Thaïlande à déposer une contre-revendication en 1973. Pour défendre le MOU, le ministre des Affaires étrangères, Marie Sangiampongsa, a déclaré qu'il offrait un cadre pour des négociations sur deux délimitations maritimes et sur les bénéfices économiques liés à l'exploitation des ressources énergétiques, connues sous le nom de « paquet indivisible ». Il a ajouté que le MOU de 2001 comporte une clause de sauvegarde stricte dans son article 5, stipulant qu'en l'absence d'accord sur la question de la délimitation maritime, le MOU et toutes les actions entreprises en vertu de celui-ci ne doivent pas affecter les revendications maritimes des deux pays. Selon certains observateurs, les appels à révoquer ce MOU controversé sont liés à la relation personnelle étroite entre Thaksin Shinawatra et l'ancien Premier ministre cambodgien Hun Sen. Cette proximité, combinée à la méfiance envers Thaksin, considéré comme le leader de facto du Pheu Thai, inquiète ses détracteurs, qui craignent que tout accord conclu en vertu de ce MOU privilégie des intérêts personnels au détriment de ceux de la nation. Stitorn Thananiticho, directeur de l'Office de l'innovation pour la démocratie de l'Institut du roi Prajadipok, a déclaré au Bangkok Post que l'atmosphère actuelle diffère de celle du différend entre la Thaïlande et le Cambodge au sujet du temple Privihar. Bien que la Thaïlande ait finalement perdu le temple au profit du Cambodge, les experts thaïlandais en droit international de l'époque ont défendu les intérêts nationaux. Cette fois, cependant, la question n'a pas été largement débattue par des experts, et les informations conflictuelles rendent difficile pour le public de juger de la crédibilité des sources. Cette situation est liée à la nature des relations personnelles entre Thaksin et Hun Sen. Lorsque Thaksin a obtenu une libération conditionnelle plus tôt cette année, Hun Sen a été l'un des premiers invités à lui rendre visite, a déclaré M. Stitorn. Olarn Timbantio, politologue à l'université Burafa de Chonburi, partage cet avis. Selon lui, la croyance que Thaksin exerce une influence sur le Pheu Thai suscite des doutes quant à l'indépendance de la délégation thaïlandaise pour défendre les intérêts nationaux lors des négociations. M. Olarn estime que Thaksin pourrait encourager le gouvernement à profiter de l'occasion pour faire avancer les négociations en vertu du MOU, tout en promouvant des projets comme un complexe casino-divertissement sous le gouvernement Paetongtarn, et, si possible, le retour de sa sœur Yingluck Shinawatra en exil. Si ces missions clés sont accomplies, Thaksin n'aura plus à s'inquiéter des prochaines élections générales. Il pourra se retirer de la politique, ayant tiré parti de la période du Pheu Thai au pouvoir, a-t-il ajouté. L'analyste a également exprimé sa déception envers le principal parti d'opposition, le People's Party, qui n'a pas posé de questions difficiles au gouvernement concernant le MOU de 2001, affaiblissant ainsi la campagne anti-MOU. Selon lui, la demi-mesure de l'opposition alimente les spéculations sur un éventuel accord secret entre les deux partis pour former une alliance à l'avenir. Quand l'opposition ne fait pas son travail ou tempère ses critiques, cela ne fait qu'ajouter du poids à ces spéculations, a-t-il conclu. Le gouvernement devrait approuver la création d'un comité technique conjoint, JTC, chargé de négocier avec le Cambodge sur le développement des zones maritimes disputées dans le golfe de Thaïlande lors d'une réunion du cabinet mardi. Le JTC, qui est formé par le ministère des Affaires étrangères, sera probablement présidé par le vice-premier ministre Fintam Wechayachai, également ministre de la Défense. M. Fintam a déclaré vendredi qu'il est prêt à entamer les discussions avec le Cambodge dès que le cabinet aura approuvé la création du JTC et sa nomination à sa tête. Il a précisé que le JTC inclura des experts de divers organismes, tels que le département hydrographique de la Marine royale thaïlandaise et le Conseil d'État.
M. Fintam a assuré que le gouvernement recruterait des spécialistes de haut niveau pour garantir que toutes les questions techniques soient traitées de manière approfondie. Il a insisté sur le fait que le controversé mémorandum d'accord, MOU, de 2001 avec le Cambodge fournit le cadre des négociations et permettra aux deux pays de résoudre pacifiquement le différend frontalier maritime. Selon une source, le ministre des Affaires étrangères, Marie Sangiamponsah, proposera mardi l'approbation du JTC pour les négociations. Pendant ce temps, les critiques du MOU réitèrent leurs appels au gouvernement pour qu'il révoque le document, la population restant sceptique quant à ses véritables bénéfices pour le pays. L'activiste politique Sontiya Sawasdi a soumis une pétition à la première ministre Paetongtarn Shinawatra vendredi, lui demandant d'annuler le MOU afin d'éviter les complications potentielles découlant des négociations basées sur ce document. Il a indiqué qu'il saisirait la Cour administrative pour qu'elle intervienne et ordonne l'annulation du MOU si le gouvernement refuse d'entendre les appels du public. M. Sontiya a également appelé Mme Paetongtarn à retarder la nomination de l'ancien ministre des Finances Kittirat Naranom à la présidence du conseil d'administration de la Banque de Thaïlande en raison de questions concernant son éligibilité. Il a affirmé que M. Kittirat avait été conseiller de l'ancien Premier ministre Srettha Thavisin, une fonction largement perçue comme un poste politique, et que sa nomination, survenue dans l'année suivant son départ de cette fonction, pourrait enfreindre les règles. Il a ajouté qu'il demanderait à la Cour constitutionnelle de statuer sur les qualifications de M. Kittirat si le gouvernement ne vérifie pas son éligibilité. Un autre activiste, Vera Somkwamkid, a déclaré vendredi que, outre le MOU de 2001, le communiqué conjoint signé le 18 juin 2001 entre Thaksin Shinawatra et l'ancien dirigeant cambodgien Hun Sen pourrait également entraîner une perte de territoire maritime et de ressources maritimes. Il a appelé le gouvernement dirigé par le Feu Thaï à fournir des réponses claires et complètes à toutes les questions et à dissiper tout doute concernant le MOU.